Ses yeux, les yeux de cet homme étranger me hantent encore dans les nuits les plus sombres. Des yeux qui m'évaluaient comme une marchandise, calculant ma valeur en euros tout en parcourant chaque centimètre de mon corps d'enfant. Je n'avais que 12 ans quand j'ai découvert que, pour certaines personnes, même les filles ont un prix et que ton propre sang peut te trahir de la manière la plus cruelle. 30 000 euros. C'était le prix que mon propre père avait mis sur ma vie et celle de ma sœur. 30 000 euros pour que nous soyons envoyés vers une destination si terrible que, même maintenant, 4 décennies plus tard, mes mains tremblent en essayant de la décrire. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Amélie, j'ai 55 ans et je suis née à Marseille, en Provence, en 1970. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée enterrée dans les profondeurs de mon cœur pendant plus de 40 ans. Une histoire que je n'ai jamais racontée en détail à personne d'autre qu'à mon mari et à ma sœur. Avant de commencer, je voulais vous demander, où êtes-vous en train de regarder cette vidéo ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. J'adore savoir que ma voix atteint tant de petits coins différents de la France. Et si vous le pouvez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup cette dame à continuer à raconter ses histoires. C'était en 1982, une année qui avait commencé comme n'importe quelle autre dans notre vie de difficultés et de privation, mais qui finirait par changer complètement le cours de nos existences. L'appartement où nous vivions dans le centre de Marseille était petit, avec des murs écaillés par le temps et l'humidité qui venait de la mer proche. L'odeur de moisi se mêlait à l'arôme de nourriture simple que nous arrivions à préparer avec le peu d'argent que nous avions. Généralement des lentilles, du riz et, les bons jours, un morceau de viande que Sophie, ma sœur aînée, coupait en petits morceaux pour qu'ils durent plus longtemps. Nous n'étions que 3. Moi, avec mes 12 ans tout juste accomplis. Sophie, avec ses 14 ans et des responsabilités de femme adulte, et notre père, Gérard, un homme que la boisson avait transformé en une ombre amère de ce qu'il avait été un jour. Notre mère, Mathilde, nous avait quittés 2 ans auparavant, consumée par un cancer qui l'avait emportée en quelques mois. Je garde d'elle des souvenirs diffus, mais intenses, le parfum doux de lavande qu'elle utilisait le dimanche pour aller à l'église, les mains toujours rugueuses par le travail dur, mais délicates quand elle caressait nos cheveux, la voix mélodieuse qui nous berçait avec des chansons, même quand nous étions déjà trop grandes pour cela. Son absence avait laissé un vide qui semblait impossible à combler, surtout pour mon père, qui avait trouvé dans l'alcool une façon d'échapper à la réalité douloureuse de son veuvage prématuré. Sophie avait assumé le rôle de mère dès que Mathilde était partie. Avec ses cheveux noirs toujours attachés en une queue de cheval pratique, des yeux marrons qui avaient perdu l'éclat de la jeunesse bien trop tôt, et des mains qui commençaient déjà à montrer les premières callosités du travail domestique constant, ma sœur était devenue ma protectrice, ma confidente, mon ancre dans un monde qui s'était effondré. C'était elle qui lavait nos vêtements à la main dans le petit évier de la buanderie, qui préparait nos repas, qui m'aidait pour mes devoirs, qui essayait de maintenir notre dignité, même quand tout autour semblait conspirer contre nous. Notre père travaillait comme transitaire au port de Marseille, un emploi qui aurait dû garantir une vie raisonnablement confortable pour une petite famille comme la nôtre. Mais l'argent qu'il gagnait arrivait rarement à la maison. Il se perdait dans les bars, dans des paris malheureux, dans des bouteilles de pastis bon marché qu'il cachait dans l'appartement, comme si nous ignorions son vice. Avant la mort de maman, il avait été un homme travailleur, même affectueux à sa manière rude. Je me souvenais de lui rentrant du travail avec de petites surprises pour nous, un ruban coloré pour les cheveux, un paquet de biscuits, parfois même un livre d'occasion qu'il trouvait dans une bouquinerie. Mais Mathilde semblait avoir emporté avec elle le meilleur de lui, ne laissant qu'une coquille amère, une version déformée et dangereuse de l'homme que nous connaissions. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Gérard rentrait tard, sentant l'alcool et les frustrations accumulées, souvent titubant, d'autres fois étrangement sobre, mais avec un regard vide qui m'effrayait encore plus que lorsqu'il était ivre. Dans ces moments, Sophie m'envoyait dans notre chambre, où je me recroquevillais sous la couverture fine, essayant d'étouffer les sons de la dispute qui commençait inévitablement dans le salon. « Où est l'argent pour la nourriture ?» demandait Sophie, avec un courage que je n'arrivais pas à comprendre.
Comment espères-tu que nous nourrissions nous trois avec cette misère que tu ramènes à la maison ?» Les réponses variaient. Parfois c'étaient des excuses bancales, d'autres fois un silence pesant, et, les pires nuits, le bruit d'une gifle suivi des pleurs contenus de ma sœur. À l'école, nous étions connus comme « les filles à la mère morte », une étiquette cruelle qui nous suivait comme une ombre. Malgré les difficultés, Sophie tenait à ce que nos vêtements, même vieux et souvent rapiécés, soient toujours propres et repassés. Nos cahiers, même les moins chers, étaient couverts de papier cadeau, gardés des années précédentes et maintenus avec un soin obsessionnel. « L'éducation est notre seule sortie de cet enfer », me disait toujours Sophie en tressant mes cheveux avant l'école. « Un jour, nous aurons notre propre maison, notre propre argent, et personne ne pourra nous maltraiter. » Je m'accrochais à ces mots comme un naufragé à un morceau de bois dans une mer agitée. J'étudiais avec acharnement, trouvant dans les livres une façon d'échapper temporairement à la sombre réalité de notre appartement. Je rêvais d'être professeur, d'avoir ma propre salle de classe, un endroit où je pourrais créer un environnement sûr pour d'autres enfants qui, comme moi, auraient peut-être besoin d'un refuge. Sophie rêvait d'être infirmière. La maladie de notre mère avait éveillé en elle une volonté féroce d'aider les malades, de peut-être sauver d'autres mères de destins similaires à celui de Mathilde. C'est vers la mi-avril de cette année fatidique de 1982 que j'ai remarqué pour la première fois quelque chose de différent dans le comportement de mon père. Il a commencé à rentrer plus tôt à la maison, parfois même sobre. Il s'est mis à poser des questions sur notre école, nos professeurs, nos amis, un intérêt soudain qui, au lieu de nous réconforter, n'a fait qu'intensifier la sensation que quelque chose n'allait pas. Un soir, je l'ai trouvé en train de fouiller dans un vieux coffre où nous gardions les rares souvenirs de notre mère. Il tenait une photo de nous, Sophie et moi, souriantes, portant des robes que maman avait cousues pour un Noël quelques années auparavant. Son regard, fixé sur l'image, contenait quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer à l'époque, mais que je reconnais aujourd'hui comme un mélange terrible de désespoir et de calcul. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des années, il nous a réveillés tôt, avant même que le réveil ne sonne. « Levez-vous, nous devons parler », a-t-il dit, avec une sobriété inhabituelle. Assis à la table de la cuisine, avec des tasses de café léger devant nous, il nous a surprises avec une annonce. « J'ai rencontré un homme important, un homme d'affaires étranger qui cherche des jeunes filles pour travailler dans sa maison au Liban. Il paye très bien, et vous auriez la chance d'étudier dans de bonnes écoles, d'avoir une vie meilleure que celle que je peux vous offrir. » Sophie et moi avons échangé des regards confus. Le Liban n'était qu'un nom distant pour nous, un endroit que nous arrivions à peine à localiser sur la carte de l'école. « Mais papa, nous ne pouvons pas simplement abandonner l'école au milieu de l'année », a argumenté Sophie, toujours pratique. « Et nous sommes mineurs. Comment pourrions-nous travailler légalement dans un autre pays ?» Sa réponse a été vague, mais son ton avait une urgence qui nous a laissés inquiètes. Il a des relations. Il peut résoudre tous les documents. C'est déjà en cours. Il veut vous rencontrer la semaine prochaine. C'est déjà en cours aurait dû être notre premier signal d'alarme. Mais nous étions trop jeunes, trop inexpérimentés pour comprendre complètement le danger qui s'approchait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué une voiture noire, grande et lustrée, stationnée occasionnellement près de notre école. Un homme d'apparence étrangère était parfois au volant, d'autres fois appuyé contre le côté du véhicule, observant le mouvement des étudiantes qui sortaient à la fin de la journée scolaire. Quand j'ai mentionné cela à Sophie, elle a également avoué avoir remarqué cette présence étrange. « Ne le regarde pas », m'a-t-elle averti. Et nous allons changer notre chemin de retour à la maison aujourd'hui. Nous avons commencé à prendre des routes différentes, plus longues, passant par des rues plus fréquentées, dans l'espoir de semer ces yeux qui semblaient nous suivre. Un après-midi, en rentrant de l'école, Sophie m'a tiré brusquement à l'intérieur d'une petite boutique de vêtements. « Il nous suit », a-t-elle chuchoté, le visage pâle de peur. Nous sommes restés cachés entre les cintres, jusqu'à être sûrs qu'il était sans danger de sortir. Cette nuit-là, j'ai entendu ma sœur confronter notre père dans sa chambre, tandis que je faisais semblant de dormir. « Qui est l'homme qui nous surveille ? Qu'as-tu vraiment arrangé avec ce soi-disant homme d'affaires ?» La réponse est venue sous forme d'une gifle sonore, suivie d'un silence encore plus effrayant.
Sophie est revenue dans notre chambre avec la marque des doigts de notre père sur son visage, mais ses yeux étaient secs, déterminés. « Nous devons être très prudentes, » a-t-elle dit, s'asseyant au bord de mon lit. « Je pense que nous sommes en danger, Amélie. Un danger différent de tout ce que nous avons affronté auparavant. Cette nuit-là, nous avons dormi enlacés, comme nous le faisions quand nous étions plus petites et que les orages nous effrayaient. Mais cette fois, la tempête que nous redoutions ne venait pas du ciel, elle venait de notre propre foyer, de la personne qui aurait dû nous protéger par-dessus tout. Le dimanche suivant s'est levé avec un ciel étrangement clair pour une ville portuaire comme Marseille, généralement couverte par la pollution des navires de charge. Notre père, étonnamment sobre et bien habillé, a annoncé que nous aurions une visite importante pour le déjeuner. « Je veux que vous portiez les belles robes, celles que nous gardons pour les occasions spéciales, » a-t-il ordonné, avec une sévérité qui n'admettait pas de question. « Et comportez-vous bien. Cet homme peut changer nos vies. » Sophie et moi avons obéi en silence, échangeant des regards chargés d'appréhension. Les belles robes étaient 2 pièces que notre mère avait cousues pour nous avant de tomber malade. J'avais tellement grandi que la mienne atteignait à peine les genoux, mais c'était quand même le plus beau vêtement que je possédais. À midi précis, la sonnette a retenti. Notre père, inhabituellement nerveux, a ajusté sa cravate usée avant d'ouvrir la porte. L'homme qui est entré dans notre salon était grand, à la peau mate et aux cheveux noirs méticuleusement coiffés en arrière. Il portait un costume qui, même pour mes yeux inexpérimentés, semblait trop cher pour l'environnement modeste de notre appartement. Il s'est présenté comme Farouk Al-Sayed, homme d'affaires libanais avec des activités dans divers pays. Sa voix avait un accent prononcé, mais il parlait français avec une étonnante fluidité. Derrière lui venait un autre homme, plus jeune, qui a été présenté simplement comme Ibrahim, son assistant. Celui-ci ne parlait presque pas, se limitant à tout observer avec des yeux attentifs, comme un faucon à l'affût d'une proie. Farouk nous a salués formellement, ses yeux s'attardant sur nous deux d'une manière qui m'a donné envie de me recroqueviller, de disparaître. Il y avait quelque chose dans ce regard, une évaluation clinique, dépourvue de toute chaleur humaine, qui a éveillé en moi un instinct primitif de fuite. Le déjeuner qui a suivi a été une expérience surréaliste. Sophie avait préparé du mieux qu'elle pouvait, avec les maigres ressources disponibles, du riz, des lentilles, un poulet que notre père avait apporté la veille, chose rare sur notre table, et une simple salade. Farouk a fait semblant d'apprécier la nourriture, bien que son malaise face à la simplicité du menu soit visible. La conversation tournait autour de banalités, le climat de la France par rapport au Liban, la beauté naturelle de Marseille, les difficultés économiques que le pays traversait à cette époque. Puis, soudainement, le ton a changé. « Tes filles sont très belles, Gérard », a dit Farouk, nous regardant comme si nous étions des articles en vitrine. Surtout, l'aînée. « Quel âge as-tu, petite ?» Sophie a répondu d'une voix ferme qu'elle avait 14 ans, ce à quoi il a acquiescé avec une apparente approbation. « Et la plus jeune ?» Ma voix est sortie si faible que j'ai dû répéter « 12 ans, monsieur. »« Parfait », a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour nous. Elles sont toutes les deux idéales, assez jeunes pour s'adapter facilement à un nouvel environnement, à de nouvelles coutumes. Il s'est alors tourné vers notre père. « Pouvons-nous parler en privé maintenant ?» Les 2 hommes se sont retirés dans la chambre de mon père, nous laissant dans le salon avec Ibrahim, dont le silence pesait comme une menace non verbalisée. « Que se passe-t-il » ai-je chuchoté à Sophie, tandis que nous faisions semblant de ranger la table. « Je ne sais pas exactement » a-t-elle répondu, les lèvres bougeant à peine. « Mais j'ai un mauvais pressentiment. Reste près de moi tout le temps. » Nous n'avions pas besoin de plus de mots. La peur que nous partagions était palpable, une présence presque physique entre nous. Quand les hommes sont revenus au salon, le visage de notre père avait une expression étrange, un mélange de soulagement et de honte qui ne correspondait pas à son habituel visage endurci par l'alcool. Farouk, quant à lui, affichait un sourire satisfait, comme quelqu'un qui vient de conclure une affaire particulièrement avantageuse. « Mesdemoiselles, » a-t-il annoncé avec une fausse cordialité qui n'atteignait pas ses yeux, « j'ai d'excellentes nouvelles. Votre père a accepté de vous laisser venir avec moi au Liban la semaine prochaine. Là-bas, vous aurez une vie dont vous ne pourriez jamais rêver ici,
Éducation dans les meilleures écoles, vêtements fins, nourriture abondante, une grande maison avec piscine. L'offre qui aurait dû paraître tentante n'a fait qu'intensifier la glace qui se formait dans mon estomac. Sophie, toujours plus courageuse que moi, a été directe. « Qu'est-ce que nous ferions exactement là-bas, monsieur? Quel serait notre travail ?» La question a semblé irriter Farrukh, dont le masque de gentillesse a glissé un instant, révélant quelque chose de dur et de calculateur dans ses yeux. « Vous aideriez aux tâches domestiques, bien sûr. Rien de lourd, juste des tâches légères, adaptées à des jeunes filles comme vous. Et en échange, vous recevriez tout ce que j'ai mentionné, en plus d'un salaire généreux que vous pourriez envoyer à votre père. » J'ai remarqué comment il a évité de mentionner des valeurs spécifiques, des heures de travail, des conditions contractuelles, toutes les questions pratiques qui, même dans notre naïveté, nous savions être importantes. Notre père, évitant nos regards, a ajouté d'une voix émue « C'est une opportunité unique, les filles. Pensez à l'avenir que vous pourrez avoir, loin de cette vie de difficulté. » Il y avait un désespoir dans ces mots qui n'a fait qu'augmenter ma méfiance. Avant de partir, Farrukh a fait quelque chose qui m'a particulièrement perturbée. Il a demandé que nous nous levions et fassions un tour complet comme des mannequins dans un défilé. « Je dois être sûr que vous êtes en bonne santé, sans défaut physique qui pourrait compromettre le travail, » a-t-il expliqué avec une naturalité troublante. Quand nous avons refusé, notre père nous a lancé un regard si menaçant que nous avons fini par obéir, nous sentant humiliés et exposés sous ce regard invasif. Farrukh a alors sorti de la poche intérieure de sa veste 2 petites boîtes de velours. À l'intérieur de chacune, un délicat bracelet doré, finement travaillé. « Un petit cadeau pour célébrer notre accord », a-t-il dit, plaçant les bijoux à nos poignets, ses doigts s'attardant inconfortablement au contact de notre peau. J'ai remarqué que le bracelet avait une petite fermeture avec clé, quelque chose que j'ai trouvé à l'époque simplement décoratif, mais que je reconnais aujourd'hui comme une forme subtile de contrôle, un symbole de ce qui allait venir. Dès que les hommes sont sortis, Sophie a arraché le bracelet de son poignet et j'ai fait de même. Notre père, qui les accompagnait jusqu'à la porte, est revenu furieux. « Remettez ça immédiatement », a-t-il ordonné. Ils ont coûté une fortune et sont un cadeau de M. Farrukh. Sophie, avec un courage que j'enviais, a jeté le bijou par terre. « Nous ne sommes pas de la marchandise à acheter avec des babioles », a-t-elle crié, des larmes de colère dans les yeux. « Qu'as-tu fait, papa? Qu'as-tu promis à cet homme ?» Ce qui a suivi a été la pire raclée que nous ayons jamais reçue. Notre père, hors de lui, a déchargé sur nous toute la frustration et la honte qu'il devait ressentir. Quand il s'est finalement fatigué, nous laissant blessées et sanglotantes sur le sol du salon, il a attrapé une bouteille de whisky cher, évidemment un cadeau de Farrukh, et est sorti en claquant la porte. À travers les larmes et la douleur, Sophie a serré mes mains. « Nous devons nous enfuir », a-t-elle chuchoté. « Encore aujourd'hui. Il ne va pas nous vendre comme des animaux à cet homme. » Le terme « vendre » est tombé entre nous comme une pierre, rendant réelle l'horreur qui jusqu'alors n'était qu'un soupçon nébuleux. Nous avons attendu jusqu'à être sûrs que notre père ne reviendrait pas de sitôt. Avec des mouvements rapides et silencieux, malgré nos corps endoloris, nous avons rassemblé le peu que nous pouvions emporter. Quelques vêtements, les quelques sous que nous avions économisés en vendant des bonbons à l'école, une photo de notre mère et une petite croix en argent qu'elle nous avait laissée. Sophie a écrit un court billet. « Nous préférons mourir plutôt que d'aller avec cet homme. Ne nous cherche pas. » Nous avons laissé le billet sur la table de la cuisine et sommes sortis furtivement par la porte de derrière, descendant l'escalier de secours pour éviter d'être vus. Les rues de Marseille, normalement familières, semblaient maintenant un labyrinthe effrayant. Où aller? Qui aiderait 2 filles maltraitées, sans argent, fuyant leur propre père? Un moment, j'ai pensé à chercher la police, mais Sophie m'a rappelé que nous étions mineurs. Il nous renverrait probablement à la maison ou, pire, dans quelque orphelinat où nous pourrions être séparés. Notre seul espoir était Madame Léonore, une institutrice à la retraite qui habitait dans le quartier voisin et qui avait toujours montré une affection particulière pour nous à l'époque où elle enseignait dans notre école. Le chemin jusqu'à la maison de Madame Léonore n'a jamais semblé si long. Chaque voiture qui passait pouvait être Farrukh
ou un de ses hommes. Chaque ombre au coin de rue pouvait être notre père, nous cherchant pour nous ramener. Quand nous sommes finalement arrivés à la petite maison où elle habitait, nous étions épuisés, affamés et absolument terrifiés. Madame Léonore, une veuve de 68 ans, a ouvert la porte avec prudence, les yeux s'écarquillant de surprise et d'inquiétude en nous voyant dans cet état. Vêtements froissés, visage marqué par les pleurs et les hématomes, tremblant de peur et de fatigue. « Mon Dieu du ciel, les filles, que vous est-il arrivé ?» Sophie, toujours forte même dans les pires circonstances, s'est effondrée en larmes en entendant cette voix gentille et préoccupée. Peut-être la première vraiment préoccupée par nous depuis longtemps. Entre les sanglots, nous avons raconté notre histoire. Comment notre père, endetté et alcoolique, nous avait apparemment vendus à un étranger nommé Faruq. Comment nous soupçonnions que cet homme ne voulait pas de simples employés de maison, mais quelque chose de bien plus sinistre. Comment nous nous étions enfuis, désespérés, sans avoir où aller. Madame Léonore écoutait avec une expression de plus en plus horrifiée, portant occasionnellement la main à sa bouche de choc ou faisant le signe de la croix. « Vous resterez ici cette nuit ?» décida-t-elle, avec une fermeté qui n'admettait aucune discussion. « Demain, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire. Maintenant, vous avez besoin d'un bain chaud, de nourriture et de repos. » La sensation de soulagement fut si intense que mes jambes fléchirent. Pour la première fois depuis la mort de notre mère, je sentis que nous étions vraiment en sécurité. Le bain tiède fut comme un baume pour nos corps meurtris. Les vêtements prêtés par Madame Léonore, anciens, mais propres et adoucis par l'usage, étaient trop grands, mais jamais rien ne m'avait semblé aussi confortable. La soupe aux légumes qu'elle prépara, simple mais abondante, fut le repas le plus réconfortant que j'avais eu depuis des années. Cette nuit-là, nous dormîmes dans un vrai lit, avec des draps propres qui sentèrent la lavande, le même parfum que notre mère utilisait. Cette coïncidence me fit pleurer silencieusement jusqu'à ce que je m'endorme, épuisé par le tourbillon émotionnel de la journée. Le lendemain matin, nous nous réveillâmes au son de voix altérées venant du salon. La voix de notre père, ivre même à cette heure matinale, exigeait que Madame Léonore nous remette à lui. « Ce sont mes filles, vous n'avez pas le droit de les cacher. » La réponse de Madame Léonore fut ferme, intrépide. « Et vous n'avez pas le droit de les vendre comme si elles étaient du bétail. Je sais très bien ce que vous avez fait, Gérard. Vous devriez avoir honte. » La discussion escalada rapidement. De notre cachette dans la chambre d'amis, nous entendîmes la menace qui glaça notre sang. « Si vous ne me rendez pas mes filles d'ici la fin de la journée, cet homme, Faruq et moi reviendrons avec des renforts. Et vous le regretterez, vieille fouineuse. » La porte claqua violemment et Madame Léonore revint vers nous, pâle mais déterminée. « Vous ne pouvez pas rester à Marseille, » dit-elle, tout en nous servant un petit déjeuner simple. « Il vous trouvera et ce Faruq semble être quelqu'un de dangereux, avec des ressources pour faire ce qu'il veut. » Ses yeux, encadrés de rides d'expression, montraient un mélange d'inquiétude et de détermination. « J'ai une cousine, Albertine, qui habite à Dijon, en Bourgogne. C'est une ville suffisamment éloignée pour que vous y soyez en sécurité. Je vais l'appeler tout de suite. » L'appel interurbain était cher à l'époque, un luxe que peu de personnes pouvaient se permettre régulièrement. Mais Madame Léonore n'hésita pas. Après une brève conversation, où elle expliqua notre situation de manière voilée, elle raccrocha avec un soupir de soulagement. « Albertine va vous accueillir. Elle tient une petite pension où vous pourrez rester initialement. Ensuite, nous verrons comment procéder pour que vous puissiez étudier, avoir une vie normale. » Les heures suivantes furent consacrées à des préparatifs frénétiques. Madame Léonore nous aida à déguiser notre apparence. Elle coupa nos cheveux, nous prêta d'anciennes lunettes de soleil, nous habilla avec des vêtements que nous n'aurions jamais portés normalement. Elle rassembla tout l'argent qu'elle avait gardé chez elle et acheta 2 billets de train pour Dijon, à son nom, pour ne pas éveiller les soupçons au cas où notre père ou Faruq vérifierait la gare. « Vous prendrez le train de 15h40, nous instruisit-elle, en nous remettant les billets et une petite enveloppe contenant de l'argent. Il arrive à Dijon demain matin. Albertine vous attendra à la gare. Elle a les cheveux gris, porte des lunettes rondes et tiendra un parapluie bleu, même s'il ne pleut pas. C'est le signal convenu. » Le trajet jusqu'à la gare fut le plus effrayant de ma vie jusqu'alors.
Chaque personne dans la rue semblait être un informateur potentiel. Chaque voiture qui passait lentement pouvait contenir notre père ou, pire, Faruk et ses hommes. Madame Léonore nous conduisit par des chemins alternatifs, évitant les rues principales. « Gardez la tête baissée, ne regardez personne directement », nous conseillait-elle, tandis que nous marchions hâtivement. À la gare, la nervosité faillit nous trahir. Quand l'employé demanda nos cartes d'identité pour confirmer les billets, je fus paralysée de peur. Nous étions mineurs voyageant seuls, sans autorisation des parents. Mais Madame Léonore, avec une présence d'esprit admirable, inventa une histoire convaincante sur le fait que nous étions ses nièces allant visiter notre grand-mère malade. L'homme, remarquant peut-être notre état de nervosité, mais l'interprétant comme de l'inquiétude pour cette grand-mère fictive, n'insista pas sur la demande de documents. L'adieu de Madame Léonore fut bref et émouvant. « Prenez soin de vous, les filles. Écrivez quand vous pourrez, à une adresse sûre qu'Albertine vous procurera. » Ses yeux, embués, reflétaient une préoccupation sincère qui me rappela douloureusement notre mère. « Et souvenez-vous, vous êtes fortes, vous êtes des survivantes. Ce que votre père a fait est impardonnable, mais ne laissez pas cela définir qui vous êtes. » Une dernière étreinte serrée, et elle partit, se mêlant à la foule de la gare avant que le train ne parte. Les heures qui suivirent dans le train furent d'un silence pesant. Sophie tenait ma main fermement, comme si elle craignait que je puisse disparaître si elle me lâchait. Occasionnellement, elle regardait par la fenêtre, vérifiant si nous étions suivis. Le paysage changeait progressivement, le littoral méditerranéen laissant place aux collines de Bourgogne, la végétation devenant plus dense, l'air plus frais à mesure que nous prenions de l'altitude. Dans d'autres circonstances, cela aurait été un voyage fascinant pour deux filles qui n'avaient jamais quitté leur ville natale. Mais la peur et l'incertitude teintaient tout de couleurs sombres. La nuit dans le train fut difficile. L'inconfort des sièges, le froid qui s'intensifiait à mesure que nous avancions vers l'intérieur, le bruit constant du moteur, tout conspirait contre le sommeil. Quand je m'endormis enfin, ce fut pour plonger dans des cauchemars où Faruk me poursuivait dans des labyrinthes interminables, ses yeux froids fixés sur moi, ses mains tendues essayant de m'atteindre. Je me réveillai en sursaut plusieurs fois, suant froid malgré la basse température. Sophie dormit encore moins que moi. Toujours alerte, surveillant chaque passager qui montait aux arrêts, chaque mouvement suspect. À un moment de la nuit, quand elle croyait que je dormais, je me permis de l'observer, les yeux fatigués, le jeune visage marqué par des préoccupations qu'aucune adolescente ne devrait porter, les lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Ma sœur, ma protectrice, sacrifiant sa propre jeunesse pour nous sauver d'un destin terrible. Dijon nous accueillit avec une matinée froide et brumeuse, typique des collines bourguignonnes en milieu d'automne. Nous descendîmes du train avec les jambes engourdies et les cœurs battants, deux filles effrayées dans une ville complètement inconnue. La gare, bien que modeste comparée à celle de Marseille, nous semblait immense et menaçante. Des personnes pressées traversaient le hall dans toutes les directions. Des haut-parleurs annonçaient les départs et les arrivées. Des vendeurs ambulants offrèrent du café, des croissants, des magazines. Au milieu de ce chaos ordonné, nous cherchions anxieusement une dame aux cheveux gris et au parapluie bleu, notre seul point de repère dans ce nouveau monde. Ce fut Sophie qui la repéra en premier. Albertine était exactement où Madame Léonore avait dit qu'elle serait, près de la sortie principale, tenant fermement un parapluie bleu marine décoloré par le temps et l'usage. C'était une dame de stature moyenne, avec des cheveux complètement blancs, pas gris, comme nous l'avions imaginé, attachés en un chignon sévère, des lunettes rondes à monture dorée et une posture droite qui transmettait une dignité presque aristocratique, malgré les vêtements simples qu'elle portait. Nous nous approchâmes avec hésitation, et avant même que nous disions quoi que ce soit, elle nous reconnut. « Vous devez être les nièces de Léonore, dit-elle, d'une voix étonnamment forte pour quelqu'un de son âge et de sa complexion. Il n'y avait pas de chaleur dans ses paroles, juste une constatation objective. « Venez, la voiture attend. Nous avons beaucoup à discuter, mais pas ici. » Sans plus d'explications, elle se tourna et commença à marcher vers la sortie, s'attendant à ce que nous la suivions, ce que nous fîmes promptement, traînant nos petits ballots de vêtements, nos peurs et nos espoirs fragmentés.
La voiture s'avéra être une vieille Citroën 2CV vert mousse, avec la sellerie usée et une odeur persistante de naphtaline et de cigarettes. Au volant se trouvait un homme âgé, qu'Albertine présenta brièvement comme Jacques, son défunt mari. L'incongruité de la présentation, comment un mort pouvait-il conduire, ne fut éclaircie que lorsqu'elle compléta « Tout le monde l'appelle encore le défunt, car quand il était plus jeune, il a eu une fièvre si élevée qu'on l'a cru mort. On avait même préparé les funérailles, mais il s'est réveillé à la morgue. » L'homme rit doucement, apparemment habitué à l'histoire, tout en démarrant le véhicule avec une série de secousses et de bruits alarmants. Le trajet jusqu'à la pension d'Albertine se fit dans un silence presque complet. Par la fenêtre de la voiture, nous observions la ville qui serait notre refuge pour les années à venir. Des rues pavées, d'anciennes maisons qui rappelaient l'époque impériale, de petites églises avec des clochers pointus qui semblaient égratigner le ciel nuageux, des personnes emmitouflées marchant rapidement. Tout semblait sorti d'un livre d'histoire, si différent de la Marseille côtière, animée et moderne que nous connaissions. La pension était un ancien immeuble de 2 étages, peint dans un jaune décoloré, avec de hautes fenêtres encadrées par des boiseries sombres. Une plaque discrète annonçait « Pension Sainte-Thérèse, chambres et repas ». L'intérieur se révéla propre et organisé, bien qu'avec des meubles qui semblaient avoir connu de meilleurs jours il y a des décennies. Un comptoir en bois massif séparait la petite réception de la salle à manger, où quelques tables couvertes de nappes à carreaux attendaient les clients pour le petit déjeuner. L'odeur de café frais et de pain fait maison remplissait l'ambiance, faisant involontairement gargouiller mon estomac. « Vous devez avoir faim », observa Albertine d'un ton qui n'était pas exactement accueillant, mais pas non plus hostile, juste pragmatique. « Servez-vous pendant que je prépare votre chambre. » Elle n'eut pas besoin de le répéter. Sophie et moi dévorâmes pratiquement le petit déjeuner simple mais copieux, du pain fait maison encore chaud, du camembert frais, de la confiture de coin, de la brioche, du café au lait. Le dernier repas décent que nous avions pris était chez Madame Léonore, et cela semblait faire une éternité. Jacques s'assit à table avec nous, nous observant avec une curiosité bienveillante tandis que nous mangions. « D'où venez-vous exactement, les filles ?» demanda-t-il, d'une voix rauque qui correspondait à son apparence fragile. Nous échangeâmes des regards inquiets, incertaines de ce qu'il fallait révéler. Madame Léonore nous avait recommandé d'être prudente avec notre véritable histoire. « De Marseille, en Provence », répondit Sophie, optant pour une vérité partielle. « Notre mère est morte il y a 2 ans, et nous avons eu des problèmes avec notre père. » L'hésitation dans sa voix en disait plus que ses mots. Jacques hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qui n'était pas dit. « Eh bien, maintenant vous êtes à Dijon, et ici personne ne vous fera de mal, » dit-il, avec une certitude qui, même semblant improbable à ce moment-là, nous offrit un réconfort inattendu. « Albertine peut paraître dure, mais elle a un cœur grand comme le monde, elle prendra bien soin de vous. » Sa confiance en son épouse était touchante et nous permit de nous détendre un peu pour la première fois depuis notre fuite. Peu à peu, cependant, nous nous sommes adaptés. Sophie, comme toujours, était la plus résiliente. En quelques semaines, elle avait déjà formé un petit cercle d'amis et se distinguait en classe, particulièrement en mathématiques et en sciences. J'ai mis plus de temps à m'ajuster. Les souvenirs de ce que nous avions vécu étaient encore trop récents, les cauchemars encore fréquents. De nombreuses nuits, je me réveillais en criant, imaginant les mains de Faruq m'entraînant au loin, vers un endroit d'où il n'y aurait pas d'échappatoire. Dans ces moments-là, c'était Sophie qui me réconfortait, tenant mes mains, murmurant des paroles de consolation jusqu'à ce que je me rendorme. Albertine, qui nous paraissait initialement sévère et distante, se révéla être une protectrice féroce et une mentor patiente, à sa manière réservée. Elle ne manifestait jamais ouvertement d'affection. Il n'y avait pas d'étreinte chaleureuse ou de mots doux, mais son dévouement se manifestait par des gestes concrets. S'assurer que nous ayons toujours des vêtements appropriés pour l'école, même s'ils étaient d'occasion. Nous aider avec nos devoirs tous les soirs, nous défendre férocement si quelqu'un dans la ville osait faire des commentaires malveillants sur les filles venues d'ailleurs. Jacques, en revanche, était ouvertement affectueux. Le dimanche,
Il nous emmenait pêcher dans la petite rivière qui traversait les terres aux alentours de la ville, nous enseignant patiemment les secrets de la pêche, comment attacher l'hameçon, comment lancer la ligne, comment attendre patiemment le bon moment. Durant ces excursions, il racontait des histoires de la région, d'anciennes légendes, des anecdotes de sa jeunesse. C'était comme s'il essayait de combler le vide laissé par l'absence d'une figure paternelle positive dans nos vies. La pension devint notre foyer, et ses quelques pensionnaires, une sorte de famille étendue et improvisée. Il y avait Monsieur Martin, le professeur d'histoire à la retraite, qui occupait la chambre 6 de façon permanente, un homme chauve à la barbe blanche bien taillée, passionné d'échecs et de livres anciens, qui nous invitait souvent à écouter ses histoires sur la Seconde Guerre mondiale et les années d'après-guerre. Et il y avait Monsieur Olivier, le représentant de commerce qui occupait la chambre 1 du lundi au jeudi, chaque semaine, un homme petit et replet, à la fine moustache et au sourire facile, qui apportait toujours de petits cadeaux de ses voyages. Des rubans colorés pour moi, des livres d'occasion pour Sophie, des chocolats et des bonbons que nous partagions après le dîner. La vie à la pension avait son propre rythme, ses propres règles. Petit déjeuner à 7 heures, déjeuner à midi, pour ceux qui étaient présents, dîner à 19 heures. Sophie et moi aidions aux tâches, faire la vaisselle, balayer le sol, étendre le linge sur le séchoir dans l'arrière-cour. Non par imposition d'Albertine, mais parce que nous ressentions le besoin de rendre d'une certaine façon tout ce qu'elle et Jacques faisaient pour nous. De plus, le travail gardait nos esprits occupés, éloignant temporairement les pensées sombres et les souvenirs douloureux. Notre chambre, initialement si étrange et impersonnelle, se transforma peu à peu en un espace à nous. Avec la permission d'Albertine, nous avons peint les murs d'un bleu clair qui rappelait le ciel des jours d'été. Nous avons décoré l'espace avec des dessins que nous faisions à l'école, des fleurs séchées que nous collections lors de nos promenades dominicales avec Jacques, un patchwork que la voisine, Madame Clémentine, nous avait appris à faire pendant les après-midi d'hiver. La photographie de notre mère, le seul objet de valeur sentimentale que nous avions apporté de Marseille, occupait la place d'honneur sur la petite table entre nos lits, tandis que de petits trésors trouvés au fil des mois, une plume bleue de jais, une pierre parfaitement ronde de la rivière, un cristal de quartz que M. Martin nous avait donné, décoraient l'étagère que Jacques avait installée spécialement pour nous. Les nouvelles de Marseille arrivaient sporadiquement à travers les lettres que Madame Léonore envoyait à une adresse alternative, la maison d'une amie d'Albertine qui habitait de l'autre côté de la ville, une précaution supplémentaire pour garantir que nous ne puissions pas être retrouvés. Environ 6 mois après notre fuite, nous avons reçu la nouvelle qui nous a simultanément soulagés et attristés. Notre père avait été retrouvé mort dans une ruelle près du port, victime de ce qui semblait être une bagarre de bar qui avait mal tourné. Il n'y avait pas de suspect, et l'affaire fut rapidement classée. Juste un ivrogne anonyme de plus, dont la mort ne méritait pas d'enquête prolongée. La nouvelle nous affecta différemment. Sophie pleura pendant des jours, un deuil complexe pour un homme qui, malgré tout, était notre père, celui qui, un jour, nous avait emmenés nous promener à la plage, qui nous avait appris à faire du vélo, qui avait aimé notre mère à sa manière imparfaite. Moi, en revanche, j'ai surtout ressenti du soulagement. Un poids énorme avait été retiré de mes épaules, la peur constante d'être retrouvée et renvoyée à cet appartement à Marseille se dissipant enfin. Plus surprenante, cependant, fut la nouvelle qui arriva quelques semaines plus tard. Farouk Al-Sayed et plusieurs de ses associés avaient été arrêtés lors d'une opération qui démantela un réseau international de trafic de femmes. Selon la coupure de journal que Madame Léonore avait incluse dans sa lettre, le groupe opérait dans diverses régions françaises, identifiant des filles et des jeunes femmes en situation de vulnérabilité, les achetant à des familles appauvries ou problématiques, et les envoyant au Moyen-Orient, où elles étaient exploitées sexuellement dans des conditions analogues à l'esclavage. « Vous avez été très chanceuse d'avoir pu vous échapper », écrivit Madame Léonore. Beaucoup d'autres filles n'ont pas eu la même chance. La réalité de ce qui aurait pu nous arriver me frappa avec une force presque physique. Pour la première fois, je compris complètement l'horreur à laquelle nous avions échappé et la gratitude que je ressentis envers Sophie pour son courage, sa perspicacité, sa détermination à nous sauver, fut si intense qu'elle ne pouvait être exprimée par des mots.
Au fur et à mesure que les mois se transformaient en années, nos blessures émotionnelles commencèrent à cicatriser lentement. Jamais complètement. Certaines marques sont permanentes, elles s'incorporent à notre essence, mais suffisamment pour que nous puissions commencer à regarder vers l'avenir avec autre chose que de la peur. Sophie, toujours la plus concentrée et déterminée, décida qu'elle voulait devenir infirmière. « Je veux aider les gens, Amélie », m'expliqua-t-elle un soir, alors que nous étudions à la lumière de la lampe dans notre chambre. « Je veux faire la différence dans la vie de quelqu'un, comme Madame Léonore et Albertine l'ont fait dans la nôtre. » Moi, plus jeune et encore incertaine de ma voie, je penchais pour l'enseignement. L'idée de travailler avec des enfants, de créer un environnement sûr et accueillant pour eux, de peut-être identifier et aider ceux en situation de vulnérabilité comme la nôtre, tout cela m'attirait profondément. De plus, j'avais toujours eu de la facilité avec les mots, les histoires, la création de mondes alternatifs où les choses avaient un sens, où la justice prévalait. Albertine soutenait nos aspirations avec son pragmatisme caractéristique. Étudiez beaucoup, les filles. L'éducation est la seule chose que personne ne peut vous prendre. C'est elle qui insista pour que nous suivions la formation d'aide-soignante disponible à Dijon, afin que Sophie puisse commencer à travailler dans le domaine tout en se préparant pour l'université. C'est elle aussi qui m'inscrivit à un cours de dactylographie. Toute enseignante doit savoir bien taper ses documents, et à des cours particuliers de rédaction avec monsieur Martin, dont la connaissance de la littérature et de l'histoire enrichit énormément ma formation. En 1988, 6 ans après notre arrivée à Dijon, Jacques décéda paisiblement dans son sommeil. Il avait 82 ans et une santé fragile depuis un certain temps, mais sa mort nous prit quand même par surprise et nous dévasta. Il était devenu la figure paternelle que nous n'avions jamais vraiment eue, gentil, protecteur, encourageant nos rêves. Les funérailles furent simples, comme il l'aurait souhaité, mais l'église était pleine, preuve de combien il était aimé et respecté dans la communauté. Albertine, toujours si forte et contenue, ne se permit de pleurer qu'une seule fois, le soir après l'enterrement, quand je la trouvais assise seule sur le perron de la pension, regardant les étoiles avec une expression de solitude si profonde qu'elle me brisa le cœur. Je m'assis silencieusement à ses côtés et, après quelques minutes, elle parla, plus pour elle-même que pour moi. 53 ans ensemble, ça semble un clin d'œil maintenant. Je pris sa main ridée entre les miennes, offrant le seul réconfort que je pouvais, la présence, la compréhension silencieuse que certaines douleurs sont trop grandes pour être exprimées par des mots. La mort de Jacques marqua la fin d'une ère et le début d'une autre. Albertine, à 76 ans, décida qu'il était temps de fermer la pension. « Je suis trop vieille pour continuer avec tout ce travail », expliqua-t-elle, bien que nous soupçonnions que la véritable raison était l'incapacité de continuer l'affaire sans le compagnon de toute une vie. Monsieur Martin déménagea chez sa fille à Lyon et monsieur Olivier, le représentant de commerce, trouva un logement dans une autre pension de la ville. Sophie et moi, alors âgés de 20 et 18 ans respectivement, avons fait face à la perspective d'un nouveau changement significatif dans nos vies. Je venais de terminer le lycée et prévoyais de commencer des études d'enseignement l'année suivante. Sophie travaillait déjà comme aide-soignante à l'hôpital local et avait été acceptée pour étudier les soins infirmiers à l'université de la ville. « Vous pouvez continuer à vivre ici, bien sûr », offrit Albertine. « La maison est bien trop grande pour moi toute seule, de toute façon. » L'offre fut acceptée avec gratitude, et ainsi commença un nouvel arrangement, non plus comme pensionnaire dans une pension, mais comme une famille improvisée et non conventionnelle. 3 femmes de générations différentes, unies par des circonstances extraordinaires et par une affection qui, bien que rarement exprimée en mots, était profonde et sincère. Les années suivantes furent de croissance et de découverte. Sophie, toujours studieuse et dévouée, se distingua à la faculté de soins infirmiers, se spécialisant éventuellement en pédiatrie, un choix qui, elle l'admit plus tard, fut profondément influencé par notre propre expérience d'enfance interrompue. Je suivis la voie de l'enseignement, trouvant dans la salle de classe un espace où je pouvais faire la différence, où chaque enfant était vu et entendu, où les vulnérabilités étaient reconnues et abordées avec sensibilité. Ce fut pendant ma 2e année à l'université que je rencontrai Antoine, un étudiant en génie civil
qui fréquentait la bibliothèque universitaire aux mêmes heures que moi. Grand, aux épaules larges et aux yeux doux, il m'intimida initialement, non par un quelconque comportement inapproprié, mais simplement parce que les hommes, en général, me mettaient encore mal à l'aise, un héritage du traumatisme passé. Mais Antoine avait une patience infinie et un respect sincère qui, peu à peu, firent fondre mes défenses. Notre relation se développa lentement, au rythme que je pouvais supporter. Il ne pressa jamais, n'exigea jamais plus que ce que j'étais prête à donner. Quand je lui racontai finalement mon histoire, pas tous les détails sombres, mais suffisamment pour qu'il comprenne mes hésitations, mes peurs, mes insécurités, sa réaction fut d'une compassion si profonde et d'une indignation si sincère que, pour la première fois, je me permis de croire que tous les hommes n'étaient pas comme mon père ou comme Faruq, que certains, comme Jacques, comme Monsieur Martin, comme Antoine lui-même, étaient capables d'un amour qui ne cherchait pas à posséder ou à contrôler, mais à soutenir et à protéger. Sophie trouva aussi l'amour, bien que de façon inattendue. Julien était un patient qu'elle soigna après un grave accident de moto. Un homme tranquille, aux mains calleuses par le travail dans le bâtiment et aux yeux qui avaient vu plus de souffrance que quelqu'un de son âge n'aurait dû. Durant les mois de sa récupération, ils développèrent une amitié qui se transforma graduellement en quelque chose de plus profond. Ce qui les unit, je crois, fut la reconnaissance mutuelle d'âmes qui avaient affronté des adversités extraordinaires et survécu, non indemnes, mais renforcées de manière que seul un autre survivant pourrait comprendre. En 1995, 13 ans après notre fuite de Marseille, Sophie et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie double, simple mais émouvante, dans le jardin de la maison qui était autrefois la pension d'Albertine. Notre famille avait grandi au fil des ans. Outre Albertine, qui à 83 ans restait lucide et énergique, nous avions les collègues de travail devenus amis, les professeurs qui nous avaient guidés, les voisins qui nous avaient accueillis. Madame Léonore, déjà âgée mais déterminée à témoigner de ce moment de bonheur, vint spécialement de Marseille pour l'occasion. « Si votre mère pouvait vous voir maintenant, » me dit-elle pendant la réception, ses yeux embués reflétant les lumières colorées que nous avions suspendues aux arbres du jardin. Deux jeunes femmes fortes, éduquées, sur le point de commencer leur propre famille. Elles seraient si fières. La mention de notre mère, cette Mathilde qui parfois semblait plus un rêve lointain qu'un souvenir concret, fit monter les larmes à mes yeux. Au milieu de toute la joie de ce jour, il y avait aussi une conscience douce amère des absences. Notre mère, Jacques, même notre père, qui malgré ses terribles fautes, avait été, à un moment donné, quelqu'un que nous aimions. La vie après le mariage apporta ses propres défis et joies. Antoine et moi avons acheté une petite maison dans la périphérie de Dijon, pas très loin d'Albertine, que nous visitions presque quotidiennement. Sophie et Julien choisirent de rester en ville, mais déménagèrent dans un appartement proche de l'hôpital où ils travaillaient tous les deux, elle comme infirmière, lui à la maintenance du bâtiment, s'étant spécialisé en électricité et plomberie pendant sa rééducation. En 1997, ma fille Pauline naquit, nom choisi en hommage à la mère d'Antoine, décédée jeune d'une maladie cardiaque. La tenir dans mes bras pour la première fois fut une expérience transcendantale. Ce petit être, si fragile et en même temps si complet, éveilla en moi des sentiments d'amour et de protection que je n'avais jamais imaginé possibles. En regardant son petit visage parfait, ses minuscules doigts qui se refermaient instinctivement autour de mon pouce, je fis une promesse silencieuse. Elle ne connaîtrait jamais le type de peur que j'avais connu. Elle serait protégée, aimée, valorisée. Elle grandirait en connaissant sa propre valeur, comprenant que son corps et sa vie n'appartenaient qu'à elle. Sophie, par choix personnel, n'eut pas d'enfant biologique. « Certaines cicatrices sont trop profondes », m'expliqua-t-elle une fois quand le sujet surgit. L'idée de grossesse, d'accouchement, éveille en moi des souvenirs et des anxiétés que je préfère ne pas affronter. Je respectais sa décision, comprenant que chaque personne gère le traumatisme différemment. Ce qui pour moi fut thérapeutique, créer une nouvelle vie, établir une famille fondée sur l'amour et le respect, aurait été pour elle une source constante de stress et de peur. Cela ne signifia pas, cependant, que Sophie n'expérimenta pas la maternité à sa manière. En 2000, elle et Julien adoptèrent 2 frères et sœurs, Marc, 7 ans, et Camille, 5 ans,
dont les parents étaient décédés dans un accident de voiture. Les enfants avaient passé une brève période dans un foyer avant de trouver leur maison définitive avec ma sœur et son mari. C'était émouvant d'observer le dévouement avec lequel Sophie prenait soin d'eux, la patience infinie qu'elle montrait face à leur traumatisme et insécurité, la façon dont elle transforma sa propre expérience de douleur en une extraordinaire capacité à comprendre et accueillir la souffrance des autres. Albertine, à notre surprise et joie, vécut assez longtemps pour connaître non seulement notre fille, mais aussi les enfants adoptés par Sophie. Dans ces dernières années, elle devint plus douce, plus ouvertement affectueuse, comme si, s'approchant de la fin de sa vie, elle se permettait enfin de laisser tomber son masque de pragmatisme, révélant le cœur immense que nous avions toujours su exister sous la façade austère. Elle mourut sereinement en 2003, à 91 ans, entourée par ceux qui étaient devenus sa famille par choix, non par le sang. La mort d'Albertine marqua vraiment la fin d'un chapitre dans nos vies. Avec elle, partit le dernier témoin direct de cette période tumultueuse de notre adolescence. Madame Léonore était déjà décédée quelques années auparavant, victime d'un cancer qui l'avait rapidement consumée, comme cela était arrivé avec notre mère. Seules Sophie et moi restions comme porteuses de cette mémoire spécifique, de cette histoire d'horreur et de rédemption qui nous définit de manière que nous continuons encore à découvrir. Le temps, ce guérisseur imparfait mais persistant, suivit son cours inexorable. Pauline grandit, devint une adolescente intelligente et compatissante, puis une jeune femme déterminée à faire la différence dans le monde. Marc et Camille s'épanouirent aussi sous les soins aimants de Sophie et Julien, chacun suivant son propre chemin. Lui devenant ingénieur comme mon mari, elle optant pour la psychologie, peut-être inconsciemment influencée par le parcours de guérison émotionnelle dont elle fut témoin dans notre famille. Professionnellement, Sophie comme moi avons trouvé des moyens de transformer notre expérience en quelque chose de positif. Elle se spécialisa dans les soins aux victimes de violences, devenant une référence dans l'hôpital où elle travaillait. Moi, en plus de l'enseignement, je consacrais une partie de mon temps à des travaux bénévoles avec des enfants en situation de vulnérabilité, développant des méthodologies pour identifier les signes d'abus et de négligence qui passent souvent inaperçus. Nous ne sommes jamais retournés à Marseille. Les souvenirs étaient trop douloureux, les associations encore capables de déclencher anxiété et cauchemars, même après tant d'années. Dijon devint vraiment notre foyer, la ville où nous avons construit nos vies d'adultes, où nous avons trouvé sécurité et amour, où nous avons créé des racines profondes et durables. Garder notre histoire secrète fut une décision consciente pendant de nombreuses années. Seuls nos maris connaissaient la vérité complète, et même pour eux, certains détails étaient trop difficiles à partager. Nos enfants grandirent en sachant seulement que nous avions perdu nos parents jeunes et avions été élevés par une grand-tante à Dijon, une version adoucie de la réalité, conçue pour les protéger de l'obscurité qui avait failli consumer nos vies. Au fur et à mesure que nous vieillissions, cependant, nous avons commencé à reconsidérer ce silence. Pas pour nous-mêmes, nous avions déjà fait la paix avec notre passé de la meilleure façon possible, mais pour les innombrables filles et femmes qui continuaient à faire face à des situations similaires. La traite des êtres humains, loin d'avoir été éradiquée avec l'arrestation de Farrukh et de ses complices, restait une terrible réalité dans notre pays et dans le monde, s'adaptant aux nouvelles technologies, trouvant de nouvelles victimes, causant douleur et destruction à une échelle qui défiait la compréhension. C'est pourquoi, à 55 ans, j'ai pris la décision de rompre des décennies de silence et de partager notre histoire. Non par sensationnalisme ou pour chercher de la sympathie, mais dans l'espoir que notre récit puisse servir d'avertissement, comme un témoignage qu'il est possible de survivre même aux expériences les plus traumatisantes, comme un rappel que derrière les statistiques impersonnelles de traite humaine, il y a des vies réelles, des rêves interrompus, des futurs volés. Sophie hésita initialement quand je suggérais l'idée de rendre publique notre expérience. Il y a encore des jours, Amélie, où je me réveille en sueur froide, imaginant ce qui serait arrivé si nous n'avions pas fui cette nuit-là, me confia-t-elle lors d'une de nos rencontres hebdomadaires pour le café. Je ne sais pas si je suis prête à revivre tout ça. Je respectais son hésitation. Après tout, chaque personne traite le traumatisme à son propre rythme, et ce qui me semblait thérapeutique pouvait être dévastateur pour elle. À ma surprise, cependant, ce fut Marc,
son fils adoptif, maintenant un homme de 30 ans, qui la convainquit. Lors d'un dîner familial, sans connaître la conversation que nous avions eue, il mentionna un cas de trafic d'adolescentes qui avait été découvert récemment dans la région. Le pire, c'est que ces choses continuent d'arriver parce que personne n'en parle, commenta-t-il, indigné. Les victimes ont honte, la société préfère ne pas voir, et les criminels continuent d'agir dans l'ombre. Le regard que Sophie et moi échangeâmes à ce moment contenait des décennies de compréhension mutuelle. Le lendemain, elle m'appela. « Tu as raison, il est temps de parler. » Et donc, me voici, partageant cette histoire que j'ai gardée si longtemps dans les profondeurs de mon être. C'est une histoire de douleur, de trahison, de perte, mais aussi d'espoir, de résilience, de reconstruction. C'est l'histoire de 2 filles qui ont fui un destin terrible et, contre toute probabilité, ont réussi à construire des vies pleines et significatives. C'est un témoignage du pouvoir transformateur de la bonté humaine, représenté par des personnes comme Madame Léonore, Albertine et Jacques, qui ont risqué leur propre sécurité pour protéger 2 inconnus. Aujourd'hui, regardant en arrière avec la perspective que seul le temps peut offrir, je vois notre parcours non seulement comme une fuite désespérée, mais comme le début de quelque chose de nouveau et de précieux. Les cicatrices demeurent. Certaines nuits, je me réveille encore en sursaut, le cœur accéléré et la certitude momentanée que je suis de nouveau dans cet appartement à Marseille, à la merci d'un père qui a perdu son humanité et d'un étranger qui ne nous voyait que comme des marchandises. Mais ces cicatrices font maintenant partie de ce qui me rend qui je suis, un rappel de ce que j'ai survécu, un témoignage de ma force. S'il y a une leçon que j'aimerais partager, c'est celle-ci. La valeur d'une vie humaine est infinie, impossible à quantifier en argent ou en pouvoir. Chaque personne, surtout chaque enfant, mérite d'être traitée avec dignité, respect et amour inconditionnel. Et quand cela n'arrive pas, quand ceux qui devraient l'en protéger deviennent les prédateurs, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'intervenir, de tendre la main, d'offrir refuge. Pour ceux qui sont encore piégés dans des situations d'abus et d'exploitation, il y a de l'espoir. Il y a une vie au-delà de l'horreur que vous vivez maintenant. Il y a des personnes prêtes à aider, même s'il semble que le monde entier vous a tourné le dos. N'abandonnez pas. Ma sœur et moi sommes la preuve vivante qu'il est possible non seulement de survivre, mais de s'épanouir, même après les expériences les plus dévastatrices. Et pour ceux qui soupçonnent qu'un enfant ou une femme proche pourrait être en danger, ne vous taisez pas. Ne détournez pas le regard. Ne vous dites pas que ce n'est pas votre problème. Madame Léonore aurait pu facilement fermer sa porte cette nuit-là, décider que 2 filles effrayées n'étaient pas sa responsabilité. Mais elle a choisi le courage, la compassion, l'implication active, et ce choix a sauvé nos vies. Sophie et moi avons survécu pour raconter cette histoire. Nous avons survécu parce qu'il y a eu des personnes courageuses qui ne sont pas restées inactives. Et aujourd'hui, chaque fois que j'embrasse ma fille ou mes neveux, chaque fois que je vois l'amour dans les yeux de mon mari, chaque fois que j'aide un enfant dans ma classe à découvrir sa propre valeur et son potentiel, je me rappelle que la vie peut être cruelle, mais aussi incroyablement généreuse quand nous donnons et recevons un amour véritable. Si mon histoire a touché votre cœur d'une quelconque façon, je demande seulement ceci. Soyez attentifs, soyez compatissants, ayez le courage d'intervenir quand c'est nécessaire. De petits gestes de bonté peuvent littéralement sauver des vies. La mienne en est la preuve. Et souvenez-vous toujours, la valeur d'une vie humaine est infinie. Il n'y a pas d'argent au monde qui puisse l'acheter. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a touché votre cœur, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire ou connaissez quelqu'un qui a traversé cela, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a de l'espoir, qu'il est possible de se reconstruire même à partir des décombres les plus dévastateurs. Le chemin est long et pas toujours facile, mais chaque pas en vaut la peine. La petite Amélie de 12 ans, terrifiée et sans espoir cette nuit-là à Marseille, n'aurait jamais pu imaginer la vie qui l'attendait. Les défis, oui, mais aussi les joies, les réussites, les moments de pure beauté qui font que l'existence humaine vaut la peine, même après les expériences les plus traumatisantes. C'est pour elle, pour cette fille effrayée que j'ai été un jour, et pour toutes les autres filles qui vivent encore dans la peur,
que je partage cette histoire aujourd'hui. Parce que le silence protège les agresseurs, jamais les victimes. Et parce que chaque voix qui s'élève contre l'injustice est une lumière dans l'obscurité, un phare d'espoir pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin vers la liberté.